Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders qui ont impacté le monde positivement à leur façon, grâce à leur audace ou par le business, l'entreprise qu'ils ont créée. Que ce soit le monde du travail, les défis de notre société, le monde de demain pour nos enfants, comment accélérer ce changement. Bonjour, je suis Simonie Devec. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants, de leaders, en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, et enfin ma passion pour les sujets autour de l'impact, de l'entrepreneuriat, du leadership et de l'éducation, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, les racines de leur engagement qui les portent, mais aussi de leur envie de transmettre, d'entrepreneuriat, de challenge et de succès, le tout afin d'apporter un regard éclairé sur notre société et permettre à d'autres aussi de passer à l'action. Belle écoute! Bonjour, je reçois dans cet épisode Benoît Genuini, ancien directeur général d'Accenture France, retraité aujourd'hui, cofondateur et ancien président de l'ONG Passerelle Numérique. Aujourd'hui, Benoît est président d'honneur. Nous nous sommes rencontrés lors de mon intégration au board en 2016. Passerelle Numérique permet à des jeunes issus de milieux défavorisés en Asie du Sud-Est et à Madagascar d'accéder à une formation au métier du numérique, à l'issue de laquelle ils trouveront un emploi qui les fera sortir de la pauvreté, eux et leurs familles. Un vrai cercle vertueux. Benoît revient sur les causes qui le touchent profondément, la lutte contre la pauvreté, l'éducation des jeunes, qui l'ont mené à créer des projets avec Martin Hirsch en France, puis en Asie en créant Passerelle Numérique. Benoît nous partage aussi les débuts de l'association et les challenges, le financement, la mission, et son rêve que la mission initiale puisse perdurer aussi longtemps que possible. Merci infiniment Benoît. Belle écoute. Bonjour Benoît, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders. On s'est rencontrés grâce à Passerelle Numérique. Écoute, je vais te laisser te présenter tout d'abord. Bonjour Simonie, écoute, merci de m'avoir invité. Alors, moi je m'appelle Benoît Genuini, donc j'ai déjà un certain âge, je suis en retraite depuis 1 an ou 2, mais toujours actif puisque je suis délégué du défenseur des droits. Ça c'est une mission à titre bénévole. Sinon, eh bien ma foi, j'ai commencé, j'ai fait des études de bon élève, j'ai pu rentrer à Polytechnique, et puis juste après, je me suis fait embaucher chez Accenture. En fait, à l'époque, ça s'appelait encore Arthur Andersen, puis Andersen Consulting, où j'ai passé près de 30 ans. Et puis après 30 ans de carrière, je me suis dit que j'avais déjà pas mal de chance, et bon, j'ai décidé de quitter, de rejoindre le monde associatif. Donc j'ai créé une association avec Martin Hirsch qui s'appelle l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, qui visait à tester des idées nouvelles de lutte contre la pauvreté en France. Et c'est avec Solidarité Active que on a aidé à expérimenter, on a expérimenté le RSA dans des départements français. Et donc, moi, j'en ai été le président de cette association, et ça a permis derrière de donner un certain nombre d'informations à Martin Hirsch quand il est entré au gouvernement et qu'il a pu présenter sa loi sur le RSA. Et puis en parallèle, je me suis engagé dans les tout débuts de cette association Passerelle Numérique que tu évoquais, que j'aide toujours un petit peu. Voilà. Sinon, ma foi, j'ai 4 enfants, 7 petits-enfants, donc de quoi m'occuper en dehors des activités associatives. Donc, tu es à l'initiative, on va dire, tu es un des cofondateurs, on va dire, de Passerelle Numérique. Est-ce que tu peux nous parler du début, de la genèse, comment vous avez construit tout ça? Écoute, oui. Alors moi, j'étais chez Accenture. Là, j'étais le président pour la France, et j'ai voulu créer, dans la fin des années 90, une fondation, et j'ai voulu que cette fondation d'entreprise puisse aider des projets humanitaires. Alors assez rapidement, au début des années 2000, on est rentré en contact avec des gens, des volontaires d'enfants du Mékong, et l'idée est venue ensemble, d'abord, d'envoyer des ordinateurs pour des écoles de jeunes enfants au Cambodge,
puisque les gens que j'ai rencontrés, Virginie, Gérard et puis Alain, connaissaient bien le Cambodge où ils avaient été des volontaires. Et puis j'ai eu l'idée aussi chez Accenture, j'ai envoyé un jour un mail à tout le personnel pour dire ceux qui veulent être volontaires, Accenture vous paye le billet d'avion pour le Cambodge, vous prenez sur vos congés payés pendant 3 semaines, et pendant ces 3 semaines, il y en a 2 que vous passez avec Enfants du Mékong dans des écoles pour essayer d'aider les jeunes enfants à se familiariser avec l'informatique et les ordinateurs. Et ça a pris énormément. C'était un peu le début de ce qu'on a appelé ensuite le mécénat de compétences des entreprises. Tu te souviens, il y avait combien à peu près de personnes ou pourcentage des effectifs? Oui, il y avait 3 ou 4 000 employés chez Accenture à cette époque-là, mais enfin, il y a bien eu une cinquantaine de réponses positives. Et puis, avec les années, plusieurs se sont engagés. Et puis, en 2004-2005, on a eu l'idée, surtout avec Alain, un des fondateurs qui était féru d'enseignement, de créer vraiment une formation pour les jeunes qui avaient suivi des études secondaires, en général dans des ONG, parce qu'ils étaient de familles très pauvres, mais qui ne pouvaient pas s'offrir des études supérieures, ils ne pouvaient pas payer l'université. Et donc, ils redevenaient conducteurs de tuk-tuk ou à faire des petits boulots dans les champs comme leurs parents. Et donc là, l'idée a été de créer une vraie formation. Et c'est Alain qui a préparé la formation. On l'a ouverte en 2005, à l'époque c'était encore un projet d'enfants du Mékong, au Cambodge, donc à Phnom Penh, avec 25 jeunes qui venaient de différentes ONG, comme Enfants du Mékong, comme Enfants d'Asie, comme PSE, pour un sourire d'enfant aussi, qui est très connu maintenant et qu'il était déjà au Cambodge. Et très vite, Enfants du Mékong nous a dit, écoutez, c'est un vrai projet, vous devriez créer votre propre association. C'est à cette époque-là que moi j'ai décidé que j'avais un peu d'avance et que je voulais faire un peu autre chose. Et donc, j'ai démissionné d'Accenture fin 2005 et on m'a demandé d'être le président de Passerelle Numérique, voilà, qu'on a formellement créé en 2006 comme une association. Et voilà, ça s'est développé avec les années. Voilà comment c'est né de l'idée de plusieurs. Et puis moi, j'ai essayé d'accompagner les premiers développements. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet? Là, ça vient beaucoup plus à titre personnel, j'imagine, dans tes tripes peut-être? Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a plu dans tout ça? Pour aller jusqu'à, créer l'association, devenir le président? Écoute, comme je t'ai dit, là, je voulais qu'on ait quelques actions humanitaires. Je trouvais qu'il y avait beaucoup à faire. Et moi, je suis très impressionné par tout ce qui est l'éducation, l'enseignement. C'est Victor Hugo là, qui disait que l'ignorance est la mère de tous les vices, ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'est très important, notamment pour des jeunes dans des pays défavorisés, dans des familles défavorisées, qui sont vraiment très pauvres, de pouvoir accéder à l'éducation, parce que c'est pour eux la possibilité de s'ouvrir sur le monde et de changer leur vie de façon durable. Donc vraiment, l'accès à l'éducation pour les plus défavorisés, c'était ça qui me motivait. Et d'ailleurs, 2 ans plus tard, j'ai créé une fondation d'utilité publique qui s'appelle Amanjaya et qui aide les projets d'accès à l'éducation pour les plus défavorisés. Donc suite à la création donc en 2006, on va dire, de Passerelle Numérique, donc tu as pu aller en Asie, assez rapidement sur le terrain? Oui, dès 2005, là, dès la création de ce petit centre de formation, je suis allé au Cambodge, j'ai découvert ce pays qui est très attachant, et voilà, et j'ai commencé à accompagner Passerelle Numérique, et puis depuis, je suis allé en Asie tous les ans, parfois 4, 5, 6 fois. Une année même, je suis allé 7 fois en Asie pour des séjours de 2 ou 3 semaines qu'on a voulu développer ensuite après le numérique. D'accord, très bien. Quel a été ton rôle, en fait? J'imagine que ton rôle a évolué. Alors moi, nous, on s'est rencontrés en 2016, hein, mais auparavant, donc voilà, j'imagine que ton rôle de président a évolué entre la création de l'association et puis, au fil de l'eau, le développement de l'association, quand vous avez ouvert les autres centres, au Vietnam, aux Philippines. Oui, alors, écoute, au début, pour être très honnête, comme je venais d'Accenture, où j'ai passé près de 30 ans de ma vie professionnelle, j'ai surtout
actionner au plus haut niveau d'Accenture pour qu'on aide Passerelle Numérique à se développer. Et c'est de cette manière qu'on a obtenu d'Accenture un don très significatif qui nous a permis de construire le centre de formation définitif au Cambodge. Donc il a fallu acheter le terrain et puis pour faire les travaux de construction du centre qu'on a formellement ouvert, je me souviens, le 22 mars 2007. Donc ça, c'est un gros financement d'Accenture au départ. Ensuite, j'accompagnais les équipes, je cherchais un peu à structurer l'organisation de l'association. Ce qu'on a voulu dès le début, comme moi-même et d'autres qui ont participé à la fondation de Passerelle Numérique, on voulait que ça soit géré de façon très professionnelle. Depuis le début, si tu veux, on a monté des relations, grâce à nos volontaires qui venaient d'Accenture notamment, des relations avec les entreprises locales pour comprendre les besoins du marché local et pour être sûr qu'on adapte bien notre formation de façon concrète aux besoins du marché local, aux besoins en compétences, de façon à ce que les jeunes qui venaient chez Passerelle Numérique puissent, au bout de 2 ans d'études avec nous, avoir la capacité d'obtenir un emploi. Et on s'est même fixé, un peu comme une entreprise, d'avoir vraiment des résultats. Notre indicateur principal de Passerelle Numérique, ça a été le taux de réussite, c'est-à-dire le taux d'emploi à la sortie de Passerelle Numérique. Et on vise toujours 95%. Et dès le début, cette approche, je dirais, assez pragmatique, et ce lien avec les entreprises locales nous a permis de donner les bonnes formations et faire en sorte que les jeunes aient un emploi en sortant de Passerelle Numérique. Plus de 95% des jeunes, là, depuis le début, dans les 2 mois qui sortent qui suivent leur sortie de Passerelle Numérique et leur diplôme, obtiennent un emploi, en général, donc, dans le monde du numérique, de l'informatique. Et ils peuvent comme ça gagner un salaire assez important, plus important que la moyenne pour leur pays, et parfois 10 fois, 20 fois plus important que celui de leur famille. Ils redonnent à la famille, et donc ça permet de sortir de la pauvreté durable l'étudiant lui-même et toute sa famille. Et puis, une autre caractéristique qu'on a voulu construire dès le début chez Passerelle Numérique, c'était de ne pas être seulement une formation technique, pas seulement de leur apprendre l'informatique, la technique, mais aussi de les ouvrir au monde de l'entreprise, de les ouvrir en général au monde, de développer leur personnalité pour qu'ils deviennent vraiment des adultes responsables. C'est tout ce qu'on appelle le côté soft skills, où c'est l'apprentissage, si tu veux, du savoir-être autant que du savoir-faire. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que ces jeunes viennent de milieux défavorisés, donc ils n'ont pas forcément eu l'éducation ou les codes, ou à la maison, il n'y avait pas forcément voilà, les livres ou les ordi, etc. Oui, absolument. Hein, moi, j'ai souvent visité des familles, et c'est vrai que c'est des familles très pauvres qui ont tout juste un habitat très précaire. Donc, effectivement, il y a peu de lecture pour les jeunes, pour les enfants, sauf quand ils sont à l'école. Et puis, peu d'ouverture sur le monde. Là, par exemple, il y a une banque locale de Singapour qui, à un moment, nous a aidés, qui a envoyé des volontaires pour faire un petit atelier de gestion du budget. Et au début, ils ont voulu présenter la banque. Et alors, les étudiants étaient tout béats, et les volontaires de la banque ont découvert qu'en fait, nos étudiants, ils connaissaient rien du tout à la banque. C'est pas très compliqué. Quand on y réfléchit, quand on est très pauvre, qu'on n'a pas d'argent, évidemment, on sait même pas ce que c'est qu'une banque. Et donc, pour les insérer dans la vie professionnelle à terme, il a fallu aussi leur apprendre ce que c'était que le monde de l'entreprise, la vie professionnelle, comment s'y comporter, et puis comment tout ça, d'une certaine manière, fonctionnait. Et comme tu dis, leur donner un petit peu tout ce qu'on appelle, nous, les codes, pour rentrer dans ce monde qui leur était complètement inconnu. Donc voilà, c'est cette formation assez globale de savoir-être et en même temps de savoir-faire technique qu'on a depuis le début voulu donner à Passerelle Numérique. Et bon, c'était un petit peu mon rôle d'arbitrer
nos débats, parce qu'on a eu beaucoup de débats. À un moment, par exemple, notre débat était, est-ce qu'on choisit au début les plus pauvres ou est-ce qu'on choisit ceux qui réussissent le mieux dans leurs études pour qu'ils augmenter leurs chances d'aboutir. Et bon, ben voilà, on a fini par trancher, non, on choisit les plus pauvres et on veut que ce projet reste un projet social d'aide aux plus pauvres pour sortir de la pauvreté de façon durable. Est-ce qu'il y avait également un espèce de test de motivation? Enfin, Oui, alors tout au début, j'ai prononcé le mot de sélection des jeunes. Bon, on va dans les lycées, dans les campagnes, on parcourait tout le Cambodge et puis après dans les autres pays, on y reviendra, pour expliquer ce qu'était Passerelle numérique et proposer aux jeunes qu'ils voulaient devenir. Pour être sûr qu'ils aient un niveau minimum pour pouvoir suivre les études, on leur faisait passer un examen. Alors c'était juste un examen de connaissance minimum de mathématiques, de logique. Et puis, ceux qui passaient, qui avaient la barre, hein, qui passaient la barre à l'examen, on faisait ensuite des entretiens de motivation avec chacun pour voir s'ils étaient motivés, s'ils voulaient suivre cette formation pendant 2 ans, qui était souvent très loin de leur famille et qui était assez intensive. Et puis, enfin, on faisait ce qu'on appelait une enquête sociale, c'est-à-dire selon les critères des ONG internationales, on allait vérifier sur place, dans la famille, que c'était effectivement des gens très pauvres. Voilà, donc comment dirais-je, nos travailleurs sociaux qu'on embauchait pour l'occasion, ils allaient vérifier combien il y avait de poules éventuellement élevées quand on était à la campagne, quels étaient les revenus de la maison, voilà, quels étaient les revenus des parents pour être sûr de choisir vraiment de sélectionner les plus pauvres. Et puis, à la fin de tout ce processus de sélection, donc, on prenait les plus pauvres et motivés pour poursuivre la formation de passerelle numérique. est-ce que vous vous assuriez, d'avoir aussi, une certaine parité? Je veux dire d'avoir autant de jeunes filles que de jeunes hommes? Merci, oui, de rappeler, hein, j'oublie toujours des choses. Effectivement, aussi dans les choses fondamentales au début, on a décidé d'embaucher, en quelque sorte, autant de filles que de garçons. Et on a toujours tenu ça. Alors, il faut bien reconnaître que cette question de la parité, vue par nos yeux occidentaux, ne se pose pas du tout de la même manière dans des pays en développement, des pays très pauvres. Je me souviens des premières expériences au Cambodge, en fait, et ça a été pareil dans d'autres pays, un grand taux de pauvreté. Très souvent, le garçon dans la famille est destiné à reprendre le métier du père. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on l'oriente. Et la fille, quand il y en a, ou quand il y en a plusieurs, ben on est moins à l'aise pour savoir ce qu'elle va faire. Et donc, bizarrement, les familles étaient plus enclines à nous envoyer les filles que les garçons. Et donc, en fait, avec nos yeux d'occidentaux, on n'avait aucun problème à respecter la parité, avoir autant de filles que de garçons. Et même à un moment, on avait tellement de filles qu'on a dû fixer une barre. On dit non, on va pas prendre plus de 2 tiers des étudiants filles, parce qu'il faut aussi la parité dans les deux sens. Voilà un petit peu tout un tas de enfin un exemple de petits enseignements là avec qu'on a quand on côtoie ce monde de grande misère, grande pauvreté dans des pays très lointains. Oui, puis il faut aussi se resituer aussi le contexte, c'est que c'est des familles qui sont dans des villes reculées en province, que la formation se passe à Phnom Penh, donc ça veut dire qu'elles vont dormir au centre. Il y a aussi cet éloignement géographique qu'elles n'ont pas connu jusque-là, donc je pense qu'il y a aussi ces aspects un peu culturels. C'était une découverte. Le jour de la rentrée, il y a des jeunes qui venaient avec des amis ou avec des oncles et tantes ou parfois avec leurs parents. On a vu arriver des familles entières qui voyageaient pour la première fois à travers le pays et qui sont arrivées, qui ont amené leurs enfants. Et au début, on ne savait pas trop quoi faire avec les familles parce qu'elles étaient là. Et puis, ma foi, elles se demandaient un petit peu quoi faire. Et donc certaines sont restées 1 jour, 2 jours à camper autour du centre de formation avant de repartir chez elles quand on a pu leur expliquer, ben voilà, on allait garder leur enfant et puis lui faire suivre sa formation. Et c'était assez touchant et très souvent les familles ne revenaient que 2 ans après au moment de la remise des diplômes quand on faisait une cérémonie un peu officielle pour remettre les diplômes aux jeunes qui
avaient déjà ou allaient trouver un travail rapidement. Oui, donc justement, graduation, donc ces cérémonies de remise de diplôme, c'est un sacré moment, hein, bien émouvant. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais j'imagine que tu en as fait plusieurs, ça devait être vraiment, super émouvant pour les familles. Depuis 2005, j'en ai très peu raté parce que c'est toujours un peu émouvant. Bon, alors après, bon, tu parlais de mon rôle de président. Et par moment, j'ai un peu envie de dire, le président, bon, c'est moi qui fais les discours, quoi. Bon, alors, mais cela dit, avec le conseil d'administration, au bout de 3 4 ans, on s'est dit que ça fonctionnait très bien au Cambodge et on a voulu essayer de développer ça. Alors, comme déjà, comment dirais-je, on avait des promotions d'une centaine d'étudiants au Cambodge, dans un pays qui était à l'époque très pauvre, 100 étudiants sur le marché en informatique, ça remplit déjà une bonne partie des besoins. Donc, il y avait peu de possibilités de faire de nouveaux centres de formation au Cambodge même. Et donc, on a regardé autour et après des petites études dans des pays autour, on a ouvert à Da Nang au Vietnam en 2009 pour tous les jeunes de familles très pauvres du centre du Vietnam et même des hauts plateaux reculés où il y a beaucoup de minorités ethniques qui sont très peu favorisées. On a ouvert en 2009 aux Philippines, à Cebu, pour la région des Visayas, c'est-à-dire le centre des Philippines, où là aussi il y a beaucoup de précarité et de pauvreté, un centre, et puis en 2010, donc, à Da Nang, au Vietnam. Et depuis, ben voilà, on continue de développer ces centres, et donc ça continue de se développer. Moi, je suis resté président jusqu'en à peu près, alors attends, je ne dis pas de bêtises, 2017-2018. Après, j'ai pas voulu devenir le vieux machin qui radote. Donc, je me suis un petit peu mis en retrait. Bon, et on m'a demandé, est-ce que je suis maintenant d'être président honoraire. Bon, voilà. Donc, je n'ai pas un rôle très actif, mais je continue de Mais les. tu es toujours, grand ambassadeur en tout cas, ouais, tu Oui, je soutiens suis toujours. toujours un tout petit peu à soutenir Passerelle numérique, à chercher des donateurs, puisque c'est souvent le lot du président, surtout de chercher des ressources pour l'association. J'imagine que ça prend beaucoup de place aussi dans ta vie, comme d'être ambassadeur, enfin d'avoir été président de PN et d'être ambassadeur. Est-ce que tu as quand même, soutenu d'autres causes? Je suis parti d'Accenture en démissionnant fin 2005. À l'époque, j'avais rencontré un peu par hasard Martin Hirsch et on a créé ensemble, on a fondé ensemble tous les deux l'association Solidarité Active qui vit toujours en France. Et là, en France, on a testé à petite échelle dans des départements des idées nouvelles de lutte contre la pauvreté. Et donc, on a en particulier testé ce qui allait devenir le RSA. Alors Martin Hirsch faisait pas mal la politique et je faisais un petit peu plus les calculs. Euh, et puis, et voilà, on a mené aussi des projets dans des départements. Bon, c'est une cause que je soutiens depuis un moment également et qui s'est développée avec, notamment avec la loi sur le RSA et puis tous les développements de la lutte contre la pauvreté qu'on a en France, quoi. Et quels ont été tes challenges, si tu devais, voilà, citer 2-3 challenges, à relever en tant que président de PN? Les challenges, bon, j'allais dire presque malheureusement, mais c'est vrai qu'il faut faire vivre une association comme ça. Nous, on avait choisi chez Passerelle Numérique d'être une organisation, je disais, très comparable à une entreprise, de façon très intégrée. C'est-à-dire qu'on a près d'une centaine d'employés. 90%, ce sont des employés locaux, donc des enseignants, des formateurs, des profs, des éducateurs aussi pour toute la partie soft skills. Et puis, ben, il faut des comptables, des responsables de marketing, des responsables des relations extérieures avec les entreprises pour aller chercher des stages aussi, aider nos jeunes à trouver un emploi. Donc, il y a tout un staff et c'est très intégré, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à financer des entreprises, enfin, des associations locales qui font le travail et puis quand on n'a pas d'argent, on leur en envoie pas. Non, là, on a vraiment une entreprise à faire vivre. Donc, il faut trouver les fonds, il faut trouver de l'ordre de 1,5 million d'euros chaque année. Et voilà, quelquefois, on me demande quel est notre modèle économique.
Je crois que le modèle économique de Passerelle Numérique, c'est la générosité. On se repose sur la générosité des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui, dans le prolongement des actions de mécénat de compétences, en nous envoyant des volontaires, nous donnent des ressources financières aussi. Et puis, des personnes, des individus qui nous font des dons. Bon, on doit se partager à peu près moitié-moitié entre les ressources financières qui viennent des entreprises et celles qui viennent des individus. Bon, ça, c'est le premier challenge. L'autre challenge, c'est de garder l'esprit, garder l'esprit PN, de faire en sorte que on dévoie pas de cet esprit initial, qu'on cherche toujours à prendre les plus pauvres, qu'on cherche toujours à s'accrocher à la mission sociale et pas à faire des partenariats bizarres qui nous emmèneraient ailleurs. C'est important de garder l'intégrité de la mission et ça se passe aussi toujours par les hommes, quoi, hein. C'est souvent par les personnes qu'on embauche, dont on recherche qu'elles aient un certain engagement dans la cause et qu'elles le vivent. On a beaucoup de jolis exemples. Alors bien sûr, il y a les volontaires qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il y a au mois d'octobre dernier, après 2 ans et demi à cause de la pandémie où je n'étais pas allé en Asie, j'y suis retourné et je voyais qu'il y avait une jeune femme volontaire à Phnom Penh qui m'a épaté, là, comme citoyen du monde, on ne fait pas mieux. Elle était népalaise, mariée à un Tunisien, ils avaient vécu en France. Elle venait travailler comme volontaire au Cambodge et son mari était parti en Mongolie. Donc, ça m'a paru complètement ahurissant. Et on a souvent eu des personnes comme ça. On a eu des Américains, on a eu des Italiens, des Allemands, bon, évidemment beaucoup de Français. Bon, j'aimais bien cette notion d'organisation mondiale avec toutes ces nationalités qui se côtoyaient et qui étaient associées au même projet ensemble. Ça, c'est aussi parmi les choses émouvantes, la beauté de la chose. Quel est ton grand rêve pour PN, Benoît? Écoute, alors là, j'ai pas de grand rêve, j'en ai un. J'ai le rêve que ça continue. Parce que malheureusement, on voit bien qu'on n'arrivera pas à éradiquer la pauvreté de façon définitive très rapidement. Pas tant que je serai encore là et même après, malheureusement. Donc, il faut absolument que des mouvements comme ça continuent. Je crois que les questions de lutte contre la pauvreté, bien sûr, on a de grandes organisations de l'UNESCO, des organisations mondiales, avec des millions, des centaines de millions qui descendent et qui, malheureusement, je le voyais sur le terrain, n'arrivent pas toujours en bas. Et puis l'autre manière de lutter contre la pauvreté, je pense, c'est avec des initiatives plus locales, peut-être plus petites, mais qui finissent par faire tache d'huile, qui se propagent, qui donnent des idées aux autres et qui sont finalement plus solides et qui peut-être obtiennent plus de résultats avec moins de moyens. Donc c'est pour ça que le rêve, c'est que Passerelle Numérique, oui, ça puisse continuer avec la même mission et que ça puisse entraîner d'autres idées, d'autres vocations similaires. Dernière question, j'aime bien demander à mes invités quels sont leurs drivers? Qu'est-ce qui te fait lever le matin, Benoît? Ah bon, c'est une bonne question. Écoute, oui, moi je suis très pris par l'émotion de voir des projets comme Passerelle Numérique qui se réalisent par oui, ce qui me motive, c'est de voir des gens, de voir les familles des étudiants, de voir des étudiants qui sourient, qui ont envie d'avancer, qui ont cet optimisme. Bon, c'est ce côté humain et émotionnel qui finalement, pour moi, fait un peu mon moteur et qui me permet voilà, de continuer un petit peu à vouloir m'engager et à vouloir oui, voilà, faire avancer des projets comme Passerelle Numérique. Je pense que c'est très, très important et puis ça donne une chaleur, une ambition, si je peux dire, enfin une envie en tout cas de continuer à vivre. Super. Merci beaucoup, Benoît, c'est vraiment top. Bon, écoute, je te remercie en tout cas et puis j'espère, si jamais ça fait naître d'autres vocations, pourquoi pas.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous, ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.